Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. La parole sera sans doute directe avec lui, Ibrahima Diallo, chargé des opérations du FNDC. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue, Ibrahim. Bonjour Arissatou et bonjour à tes collègues. Bienvenue. Forcément, une réaction sur l'annonce de cette libération pour commencer. Oui, évidemment, c'est l'actualité du jour. Mais laissez-moi vous dire que derrière cette annonce de libération de M. Alpha Condé, il y a des choses. La première des choses, c'est une opération de com à l'endroit de l'institution sur-régionale de la CEDEAO qui doit se réunir dans les prochains jours afin d'éviter les sanctions contre la junte et la Guinée. La deuxième chose à voir dans cette libération de M. Alpha Condé, l'annonce de la libération de M. Alpha Condé, c'est cette opération de com du CNRD pour amener l'opinion publique à être occupée ailleurs, parce que vous savez, ces jours-ci, le CNRD est très acculé de toutes parts, par la société civile, par des partis politiques, notamment sur des questions en lien avec le chronogramme de la transition et la durée de la transition. Mais en tout état de cause, pour nous, si effectivement M. Alpha Condé est libre, on se pose deux questions. Premièrement, était-il en otage ou bien était-il séquestré? Il n'était pas libre. Il n'était pas, non, la liberté, il n'était pas en prison non plus. La prison, c'est ailleurs. Donc nous posons ces questions-là. Le CNRD devrait préciser dans son communiqué. Et voilà, l'otage, M. Alpha Condé, qui était pris en otage ou bien qui était séquestré, est libre. S'il était en prison, vous conviendrez avec moi, quand quelqu'un est libre, on dira il était en prison, il est libre. Alors, en tout état de cause, je dis encore une fois que nous-mêmes, cette annonce de libération rend service au FNDC, rend service à toutes les victimes du régime Alpha Condé et rend service aux avocats du FNDC. Parce que aujourd'hui, nous avons des plaintes contre M. Alpha Condé devant les tribunaux. Les victimes également ont des plaintes. Et les avocats sont en train de travailler avec le parquet de Conakry pour remonter les preuves contre M. Alpha Condé et ses complices. Donc aujourd'hui, si M. Alpha Condé est libéré de toutes les emprises du CNRD, bien sûr, la justice n'a aucune raison maintenant de refuser d'ouvrir des enquêtes contre les crimes de sang. C'est pourquoi dans les jours à venir, les avocats, en exploitant ce communiqué du CNRD, les avocats vont transmettre des nouveaux éléments au tribunal, au parquet général de Conakry, pour l'inviter vraiment à activer les choses, parce que le citoyen Alpha Condé est maintenant libre, il n'est pas dans les mains des militaires, il n'est non plus pas dans les mains de cet arsenal diplomatique. Alors, cette annonce du CNRD intervient quand même à quelques jours de l'ultimatum qui a été donné par la CEDEAO à la Guinée, aux autorités militaires, notamment de définir un chronogramme. Est-ce que, avec cette libération, vous attendez à un assouplissement des sanctions aujourd'hui? Non, pas du tout. La Guinée ne peut pas échapper à des sanctions. C'est impossible. Mais c'était quand même l'une des exigences quand même de la CEDEAO. Non, pas du tout. La dernière réunion de la CEDEAO, la principale exigence posée par la CEDEAO, c'est la disponibilité du chronogramme avant le 25. Ce n'est pas la libération de M. Alpha Condé avant le 25. C'est le chronogramme, l'élément essentiel demandé par la CEDEAO. Et je crois qu'à ce stade, les sanctions sont inévitables en Guinée. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette libération veut dire que la junte a livré Alpha Condé à la justice? Est-ce que vous pensez aussi que diplomatiquement, le CNRD n'est pas en train de vouloir gagner en temps, puisque vous êtes très diplomatique? Je vais parler du FNDC. Oui, cette libération, bien sûr, on peut penser comme ça. C'est pourquoi je dis que cette libération rend service au FNDC, aux avocats et aux victimes de la répression du régime Alpha Condé, parce qu'à ce stade, la justice n'a aucune raison pour ne pas ouvrir des enquêtes contre les crimes de sang, parce que Alpha Condé n'est plus dans les mains des militaires. Il n'y a aucune raison maintenant de ne pas l'inquiéter, de ne pas le convoquer. Alors, deuxièmement, oui, diplomatiquement, ce que je dis,
bien que cette annonce de libération est une opération de charme, mais la Guinée ne peut pas échapper à des sanctions de la CEDEAO parce que c'est le chronogramme qui est demandé. La date butoir fixée au 25 était assujettie à la demande d'un chronogramme réaliste, raisonnable. Donc après cette date sans le chronogramme, bien entendu, les sanctions pourront tomber. Vous et vos avocats, vous battez pour, en tout cas, défendre les victimes peut-être des répressions du régime. Alors aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut témoigner qu'il a entendu Alpha Condé menacé. Mais pendant ce temps, il y avait quand même des dignitaires de ce pays qui menaçaient de réprimer les manifestations. Il y a eu des morts. Est-ce que selon vous, ce sont ces personnes qui ont tué ou c'est Alpha Condé qui a tué? Je parle notamment par rapport à certains responsables sécuritaires qui ont toujours menacé de réprimer et il y a eu des morts. Alpha Condé n'a jamais parlé de morts dans ce pays. Oui, Alpha Condé lui-même a menacé. Nous avons transmis tout récemment des preuves palpables, des preuves matérielles au procureur Charles Wright. Parmi ces preuves-là, il y a bien sûr des éléments qui concernent directement des menaces de M. Alpha Condé. Et oui, bien à quelle occasion, Ibrahim? Bien sûr. Non, je ne peux pas communiquer sur les preuves parce que ces preuves-là sont sensibles. Maintenant, c'est à la disposition de la justice. Mais rassurez-vous que nous avons des preuves contre M. Alpha Condé par rapport aux menaces de la répression des manifestations. La deuxième des choses, par rapport à Alpha Condé, il était le commandant en chef des forces armées. Donc, nous avons vu le rôle qu'a joué l'armée, la police et la gendarmerie dans la répression des manifestations. Donc, qu'il soit avec ce statut, il peut être considéré comme étant un complice potentiel parce que si les autres sont allés tuer, c'est qu'ils ont reçu des ordres. Donc, bien entendu, il peut être inquiété, entendu par la justice et inquiété, c'est évident. On va évoluer sûrement avec vous, notamment on va parler de ce cadre de concertation. On a vu le dernier communiqué qui a été publié par le FNDC qui a posé un certain nombre de préalables. Est-ce que vos préoccupations ont été prises en compte par le CNRD? Est-ce que votre position a évolué ou pas, Ibrahim? Vous avez quand même fait une proposition de chronogramme. Voilà. Oui, nous avons fait d'abord par rapport au préalable concernant le cadre de dialogue. Je crois que les autorités ont un tout petit peu évolué par rapport à la question de la définition de la durée. Parce que j'ai entendu le Premier ministre dire la dernière fois que conformément à l'article 77 de la charte de la transition, la durée doit être fixée entre les forces vives, en commun accord entre les forces vives et le CNRD. Je crois que ça, l'affirmation de cet article, de cette disposition, est l'expression d'une évolution, même si l'évolution ne s'est pas matérialisée encore. Contrairement à ce qu'on a entendu dire un revers Amara, pour le colonel Amara. Oui, contrairement à ce qu'on a entendu dire Amara sur RFI. Et par le passé, le colonel Doumbouya lui-même. Donc nous considérons que ça, c'est une évolution dans le discours. Mais dans les faits, on n'en trouve pas encore. Et vous voyez actuellement, les autorités se mettent sous pression. Alors que, bien avant aujourd'hui, on pouvait bien entendu créer ce cadre de dialogue, s'entendre sur un chronogramme et la durée de la transition est proposée. Mais nous avons l'impression que les autorités veulent se bougent pour faire plaisir à la CEDEAO, mais pas pour vraiment... Nous sommes à 48 heures de l'ultimatum pour que la Guinée ne va pas échapper à des sanctions. Vous insistez là-dessus, c'est comme si vous voulez que la Guinée soit sanctionnée. Est-ce qu'aujourd'hui que la Guinée soit sanctionnée vous rend service au niveau du FNDC? Non, si la Guinée est sanctionnée aujourd'hui, le seul responsable de ces sanctions-là, c'est le CNRD, c'est évident. Oui, ça les acteurs, non, je vous explique. Est-ce que ça vous rend service en fait? Nous avons pris la peine dès le départ, quelques jours après le coup d'État. Nous avons payé de nos propres moyens pour aller rencontrer les chefs d'État et de gouvernement, demander à la CEDEAO, contrairement au Mali, d'accorder une circonstance atténuante au cas guinéen, au dossier guinéen. Nous avons dit aux chefs d'État de ne pas sanctionner la junte, de ne pas sanctionner la Guinée. Et je crois qu'il y a certains acteurs politiques qui l'ont fait également. Donc, la CEDEAO a été indulgente vis-à-vis du CNRD, vis-à-vis de la Guinée. Mais alors, on ne peut pas
continuer à naviguer comme ça. C'est justement pourquoi j'ai posé la question. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la CEDEAO doit sanctionner la Guinée pour montrer à la junte qu'ils ne sont pas, ou plutôt qu'elle n'est pas seule? Les sanctions ne nous arrangent pas et ça n'arrange pas le peuple de Guinée. Mais si les sanctions tombent, c'est le CNRD qui sera responsable de ces sanctions-là. C'est évident. Moi, je voudrais qu'on reste avec ce cadre de concertation. Le ministre de l'administration du territoire a quand même... c'est vrai qu'en amont, comme vous, comme les politiques, vous dites que vous n'avez pas été associé à l'élaboration notamment de ce document, mais il y a quand même un document quand même de base, un document sur lequel vous pouvez quand même entamer les discussions. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut venir à ce cadre de concertation, notamment donner vos positions, exprimer votre avis, vous dire parmi le calendrier qui a été proposé, voilà un certain nombre d'actions qu'on ne peut pas réaliser, en tout cas en ce qui concerne, par exemple, si vous prenez le recensement général, par exemple, de la population, d'autres actions, est-ce que vous ne pensez pas que l'FNDC doit saisir cette opportunité pour notamment entamer des échanges, des discussions avec les autorités militaires? On ne peut pas évoluer si on ne dialogue pas. Oui, non, alors nous sommes... Trop de préalables, tout le dialogue. Nous sommes sur le principe du dialogue. C'est pourquoi à chaque fois que le ministre de l'administration du territoire nous a invités, nous avons répondu pour lui dire ce que vous entendez dans les médias. On l'a dit au ministre, c'est clair. Nous pensons aujourd'hui qu'à ce stade, le CNRD doit être une partie de la crise en Guinée. Le CNRD doit être une partie dans la crise guinéenne. Vous avez le CNRD, vous avez les forces vives de la nation. Mais comment est-ce que le CNRD peut créer un cadre de dialogue et mettre ce cadre de dialogue-là sous son autorité? C'est pas possible. Le CNRD, on a des points de vue différents avec le CNRD. Le CNRD parle la durée de la transition. Vous avez vu l'article 77. Ne serait-ce que l'article 77, l'interprétation de l'article, on avait vraiment cette différence de point de vue avec le CNRD. Donc il faut que la CEDEAO, le CNRD accepte que la CEDEAO puisse désigner un médiateur pour venir faciliter ce cadre de dialogue-là. L'avantage, c'est quoi? Ça rassure toutes les parties prenantes au dialogue. Deuxièmement, les conclusions du dialogue, puisque forcément les conclusions du dialogue doivent aboutir à l'organisation des élections. La Guinée n'a pas suffisamment de moyens, on est dans une période d'exception. Même en temps normal, la Guinée fait appel à ses partenaires pour financer ses élections. On est en période d'exception, on n'a pas les moyens. Il n'y a pas beaucoup d'entrées de caisses à l'international. C'est pas comme si tous les partenaires avaient fait quand même. Non, les institutions sont là. La CEDEAO pouvait, si la CEDEAO est impliquée, la CEDEAO peut se mettre devant pour aller demander aux partenaires pour mobiliser des ressources afin d'aider la Guinée à organiser ses élections pour sortir. La venue d'un médiateur de la CEDEAO, le colonel Doumbouya a été très clair sur cette demande. Il a dit qu'il n'est pas question qu'un médiateur, qu'un émissaire de la CEDEAO, en tout cas, soit associé pour parler inter-guinéen. Et puis sur le cas de dialogue également, il a dit qu'il n'en est pas du tout question. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que c'est le CNRD qui a des cartes en main? Oui, mais le CNRD considère que la venue d'un médiateur de la CEDEAO est une menace pour lui-même. Parce que le CNRD, tel qu'il est en train de gérer cette transition aujourd'hui, est le seul acteur qui dicte des ordres pour que les autres s'alignent, pour vous aligner que vous voulez ou pas. Mais s'il y a un médiateur ici, le CNRD devient un acteur parmi des acteurs. Donc c'est ce que le CNRD ne souhaite pas, donc il considère cela comme une menace. Mais je pense que cette affirmation du colonel, bon, ça dépendra des rapports de force les jours à venir. Est-ce que vous trouvez que le CNRD a rendu cette transition peut-être difficile et pourtant elle était simple? Si elle était simple, en quoi cette transition était simple, Ibrahim? Le CNRD a abusé de la confiance et de l'indulgence des Guinéens parce que la transition là était très simple. Vous avez pris le pouvoir, les Guinéens sont sortis, les Guinéens vous ont acclamé. Il y a eu des gens volontairement, indépendamment de vous, qui ont fait des plaidoyers dans la sous-région et à l'international pour accompagner cette transition. Mais si le CNRD a pensé que ça c'était une carte blanche... La faiblesse effectivement. Alors c'est pourquoi aujourd'hui le CNRD n'est pas en bonne posture parce que les acteurs... que ce soit les acteurs sociaux ou les acteurs politiques, sont mieux écoutés aujourd'hui à l'interne et dans le milieu diplomatique et à l'international plus que le CNRD. Parce que
l'expression Ces de la bonne acteurs foi. politiques, comme le disait Ali, on les a écoutés pendant 10 ans. On était dans des crises. Ça ne nous a pas permis d'évoluer. Non, ce n'est pas les militaires qui vont nous permettre d'évoluer quand même. Ils ont pris Mais moi, la faute, je me pose par quand même les armes, je me donc pose quand même la question. ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucune légalité. C'est difficile de faire en sorte qu'on s'entende. Non, tout le monde. aujourd'hui, les militaires tirent leur légitimité, mais par le soutien des militants pro-démocratie. Mais Sinon, ce n'est rien. Ils n'ont pas d'assises politiques. pourquoi vous et les autres acteurs de la classe politique exigiez que le dialogue ne soit pas placé sous l'autorité du CNRD ou du ministre de l'administration du territoire, alors qu'en réalité, on sait aussi qu'il y a quand même quelqu'un qui dirige le pays. Deuxième chose, vous exigez la présence d'un médiateur. Et le CNRD vous sert aussi l'argument comme quoi le représentant résident de la CEDEAO est là. Ce n'est pas un porte-parole légitime à votre avis? Alors, premièrement, Basseko a rappelé tout à l'heure que le ministère de l'administration a proposé. Il propose, après il est encore celui qui reçoit des propositions. Non, c'est une incohérence totale. Oui, il demande votre avis, notamment sur... C'est quand même logique. Il a proposé un document et a demandé votre avis sur ce document. Pour nous, par exemple, pour nous, s'il y a un médiateur neutre et indépendant, le gouvernement peut proposer, n'est-ce pas, son chronogramme. Les acteurs sociaux font la même chose, les acteurs politiques également font la même chose. Alors, par rapport à la deuxième question sur la CEDEAO, non, le représentant de la CEDEAO qui est sur place ici est un ambassadeur. Donc, il rend compte. C'est le représentant. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il peut être le médiateur. Non, il ne peut pas s'impliquer dans le fonctionnement normal de la politique intérieure de la Guinée. C'est comme un policier, un agent de renseignement qui remonte des informations à son institution. Les ambassadeurs, c'est des agents de renseignement. Et pour vous, ça ne suffit pas? Non, ça ne suffit pas. Ils sont là. On a réclamé la présence du résident de la CEDEAO aussi, qui fait partie du groupe des E5, pour être là en tant qu'observateur pendant le dialogue. Mais il faut que les chefs d'État désignent un médiateur qui... Maintenant, puisque cela n'est pas fait, on va essayer d'évoluer, Basseko, pour parler de la proposition du FNDC, les 24 mois. Et vous dites à compter de la prise du pouvoir par l'armée, il ne reste plus beaucoup de mois là. Ça reste 16 mois. 16 mois, oui, mais 16 mois, c'est largement 16 mois suffisant. Pour toutes les activités qui sont, mais c'est largement suffisant, citées par le MATD. Oui, non, pas le MATD. Attendez. Vous trouvez réaliste écoutez, nous n'avons pas fait nos propositions sur la base ou en fonction des propositions du MATD. Nous avons fait nos propositions en fonction de notre propre lecture de la situation et de la conduite de la transition. Nous l'avons fait en 3 étapes. La première étape, c'est relative à la gestion courante des affaires de l'État. Il s'agit de l'équilibre macroéconomique, il s'agit du fonctionnement des institutions de l'État et la mise en place du gouvernement ensuite la mise en place d'un cadre de dialogue formel entre le CNRD et les forces vives de la nation, mais aussi l'ouverture des procès contre les crimes de sang et les crimes économiques. Donc si vous voyez cette première étape-là, il y a beaucoup d'activités qui sont déjà réalisées, notamment la mise en place du gouvernement, la mise en place du CNT. Donc en ce qui concerne la deuxième grande étape de cette feuille de route que nous avons proposée, c'est la réforme institutionnelle. Dans la réforme institutionnelle, nous avons la réforme de la constitutionnelle. Et ici, nous avons demandé clairement qu'au lieu d'aller reprendre la rédaction d'une nouvelle constitution, il faut se servir de la constitution de 2010 qui notre histoire est récente. La dernière transition elle est récente. Cette constitution a bénéficié du consensus de toutes les forces vives de la nation. Il faut se baser cette constitution pour modifier ou amender ce qui a amendé et la soumettre au référendum, parce qu'on reproche à cette constitution de ne pas être soumise à l'époque au référendum. C'est évident. Ensuite, il y a des réformes des lois organiques. On va penser qu'il faut prioriser les lois organiques qui ont une incidence directe sur le processus électoral. C'est la loi électorale, c'est aussi la loi sur la Cour constitutionnelle, c'est aussi la loi sur la Cour des comptes. On pensait également à la réhabilitation des institutions qui peuvent contribuer au retour à l'ordre constitutionnel. C'est la CENI, c'est la Cour des comptes, c'est la Cour constitutionnelle. La HAC étant déjà réhabilitée par la junte. Donc la dernière étape, c'est le processus électoral proprement dit. Et de ce point de vue, nous avons dit qu'on n'a pas besoin
d'un recensement de la population d'abord, et de l'habitat, ensuite de l'état civil, ensuite... C'est tellement compliqué, je vais vous donner un exemple. Si vous prenez l'état civil, moi je fais ma demande pour obtenir l'extrait de naissance, mais on m'a dit que ça prend un mois. Donc, et après ensuite, il faut aller faire la demande pour votre carte d'identité. Non, ça peut pas attendre. Nous avons dit qu'il y a déjà un fichier ici qui a été audité en 2020 et par l'OIF et par les experts de la CEDEAO. Donc, il faut ouvrir ces fichiers-là aux Guinéens qui sont en âge de voter, de s'enrôler et puis pour aller directement aux élections. Et pour l'heure des élections, on a proposé le référendum d'abord constitutionnel, ensuite coupler les communales aux législatives et terminer par les présidentielles pour un retour à l'ordre constitutionnel le 5 septembre 2023. Oui, par rapport au chronogramme, doyen, allez-y. Non, moi, en fait, c'est par rapport au code électoral là, et la loi électorale. Quand vous regardez à l'intérieur, il y a un problème. Est-ce qu'on va considérer les conseils de quartier et de district comme ces entités déconcentrées ou bien les démembrements de la commune? Donc, si vous demandez mon avis personnel là-dessus, mon avis personnel, je pense que les chefs de quartier doivent être des démembrements déconcentrés. Déconcentrés, qu'on les nomme. Qu'on les nomme. Okay. C'est-à-dire que le maire qui est là, dans une commune, il prend... Il est ce élu n'est pas d'une comme commune. Ça, ce n'est pas comme ça les partis politiques. Non, c'est aussi simple. C'est pourquoi je vous dis, si vous prenez, parce que c'est l'élection la plus compliquée à organiser aujourd'hui. On n'a pas les moyens. Et deuxièmement, l'essentiel est que l'autorité communale soit élue. Si l'autorité communale est élue, bien entendu, l'autorité communale peut avoir la latitude de pouvoir nommer les quartiers. C'est même source de conflit. Oui. Alors aujourd'hui, peut-être beaucoup estiment que avec votre position vis-à-vis des militaires, vous risquez de vous isoler, c'est-à-dire et le FNDC et la NAD risquent de s'isoler puisque les militaires vont emprunter notre chemin. Qu'est-ce que vous répondez? Je crois que les militaires sont beaucoup plus vulnérables que la société civile et les partis politiques. Dans une transition, ils sont beaucoup plus vulnérables. Non seulement ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucune légalité. Donc, ils ont intérêt à faire avec les forces sociales et les forces politiques du pays. Sinon, ils vont le regretter, c'est évident. Voilà. Moi, c'est par rapport à la liste. Est-ce qu'il y aura une liste des co-complices de M. Alpha Condé? Les avocats ont transmis une liste au parquet général de Conakry et avec une documentation précise parce qu'en fait, on ne donne pas les noms des gens comme ça. Les avocats font un travail préalable et parfois des déclarations de menaces, des actes posés et puis si on dit M. Diallo derrière son nom, on documente très bien ce qu'on lui reproche, s'il est complice ou bien il est co-auteur ou bien on le considère comme étant présumé coupable. Donc c'est ces listes-là qui sont transmises au parquet. À la fin, c'est bon. À la fin, vous avez proposé un chronogramme. Un micro. Le micro, excusez-moi, on n'a pas les mêmes dispositifs que dans notre studio de l'autre côté. Alors, allez. Donc je suis en train de dire que finalement, si le CNRD n'accède pas à vos revendications et qu'après le pays est sanctionné, vous, dans combien de temps vous entrez en action pour parler comme les syndicalistes? Combien de temps vous laissez au CNRD avant d'entrer en action? Et quelles sont les actions que vous avez prévu de mettre en marche? Je crois qu'à partir du 5 mai 2022, on sera déjà à 8 mois depuis la prise du pouvoir, sans chronogramme, sans rien. À partir de ce moment-là, le FNDC prendra ses responsabilités. S'il n'y a aucune volonté, s'il n'y a aucune durée, s'il n'y a aucun chronogramme d'activité, le FNDC va user de son dernier recours, qui est le droit de manifestation dans les rues et les places publiques. Mais pour beaucoup, le FNDC, n'a plus de poids. Bon, vous savez, au FNDC, nous sommes tellement libres qu'on donne la latitude aux citoyens de pouvoir donner leur point de vue par rapport à nous. On nous a annoncé plusieurs fois mort ou bien enterré, tout ça et autres, mais on ne répond jamais parce que pour nous,
Celui qui dit que le FNDC est mort a sa place au FNDC. Celui qui dit que le FNDC n'existe plus est un citoyen qui a sa liberté d'expression. Et nous posons des actes et nous laissons des gens commenter ces actes-là sans pouvoir se justifier. Je crois que nous avons une histoire et l'histoire, elle est récente dans ce pays. On n'a plus que 2 minutes avec lui. Parallèlement au FNDC, on a désormais le FNDT, Front National pour la défense de la transition. 2 défenses à la fois. Je crois qu'on a un passé douloureux lié à ce genre de comportement, à ce genre d'attitude. M. Iboun était là. Quand on parlait de Dadis doit rester, ça nous a conduit à 28 septembre 2009. Donc, s'il y a ce genre de comportement qui émerge encore, pour dire tel doit être défendu, tel doit être ceci et cela, je crois que le CNRD, c'est au CNRD de prendre ses responsabilités. Sinon, nous, le moment venu, on tiendra le CNRD responsable de la mise en place de cette initiative. C'est clair. Et la COPAM du Dr Salihou Bella, vous ne pouvez pas empêcher de Dr Bouna Keïta, Dr Bouna Keïta également. Tout le monde n'est pas obligé d'aller dans le même sens. C'est ce que je vous dis, on n'a pas empêché, mais je pose Sinon, un fait. si vous organisez une manifestation demain et que ça déborde, le FNDT peut aussi vous tenir responsable. Parce que si on va dans la logique de votre discours. Mais c'est vous qui parlez du FNDT. Non, c'est lui qui l'a évoqué. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas l'entendre. Non, pas qu'on ne veut pas entendre. On ne s'est jamais opposé à quelqu'un. Je rappelle l'histoire récente, un passé douloureux que nous avons à travers le slogan Dadis doit rester, initiative Dadis doit rester, qui c'est le même comportement avec ce que vous venez de décrire là. Donc si le CNRD se laisse emporter par ça, mais bien entendu, il sera responsable de ce qui... Pour conclure, il y a tellement d'ultimatums maintenant lancés au CNRD. Il y a la CEDEAO d'ultimatum qui expire dans 48 heures. Vous aussi, c'est le 5 mai. D'ici là, il y a quand même du temps. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a toujours une possibilité, notamment de concilier, de tenter notamment de dialoguer avec les autorités d'éviter la chaise vide. Voilà, pour ne pas franchement aller à ce bras de fer à la reprise des manifestations, parce qu'on sait ce que ça a coûté. Il y a encore des dossiers qui sont encore pendant devant les juridictions. On n'a aucune visibilité. Ça vous coûte quoi d'aller dialoguer? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est toujours possible vraiment d'aller à la table de dialogue? Nous souhaitons que le CNRD puisse sortir de l'arrogance. Revient au premier discours du colonel Mamadi Doumbouya à la prise du pouvoir. Vous savez, quand un militaire adosse ses actions ou ses initiatives aux sensibilités politiques ou à une analyse politique, le militaire perd complètement raison. Parce que le militaire, il est droit, il est direct. Donc, mais quand il commence à tâter, voilà, quelle sensibilité politique, ça va avoir des conséquences politiques, c'est ça, etc. et autres, le militaire perd raison. Je crois que c'est ce qui empêche le CNRD aujourd'hui d'évoluer, parce que vous avez aujourd'hui... On parle de vous là, Ibrahim, on ne parle pas du CNRD. Vous, qu'est-ce qui vous empêche d'aller dialoguer? Mais nous sommes pour le dialogue. Nous avons vous avez un cadre de concertation? Il n'y a pas de cadre de concertation. Il y a un cadre. Il y a un cadre. Où est le cadre de concertation? Le cadre de concertation inclusif, il existe. Qu'est-ce qu'il faut pour terminer? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Vous ne pouvez quand même pas le nier, il existe. Vous pouvez dire que vous n'avez pas le cadre du dialogue, mais vous avez le cadre de concertation. Il n'y en a pas. Il y a un cadre du CNRD. Mais celui qui a été lancé vendredi dernier. Ce à quoi vous avez l'habitude de couvrir là, mais c'est une messe. C'est comme une assemblée générale. Vous convoquez des gens, ils viennent ici, après vous communiquez et puis c'est terminé. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que votre position évolue. Pour terminer, vous restez sur votre position. Non, notre position a toujours évolué. Nous souhaitons que la position du CNRD évolue dans le bon sens pour sauver cette transition. Sinon, nous avons la responsabilité d'être plus que jamais déterminés à sauver cette transition-là, parce que la transition-là doit réussir. Ibrahima Diallo, chargé des opérations du FNDC, merci beaucoup pour votre prise de parole chez nous ce matin. Mirador continue dans un instant. Nous parlons de la grève dans le secteur éducatif.